Nous sommes dans le Finistère, au large de la commune d'Ercan, au printemps de l'année 2004. Le chalutier le Maëlys est le 4e bateau à disparaître en pleine mer en l'espace de quelques mois. 27 hommes au total ont ainsi disparu, et leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Tous ont sombré dans le même périmètre, un lieu que les pêcheurs appellent la zone maudite. C'était la première fois que nous enquêtions sur des phénomènes paranormaux en pleine mer. Je pensais avoir déjà été confronté à tout, mais je me trompais. Récifs, courants violents, phénomènes météorologiques, tout a été étudié par le bureau d'enquête maritime. Mais jusqu'ici, personne n'a pu élucider cette affaire qui a fait tant de victimes. On le savait tous, mais on voulait pas y croire. Et voilà, aujourd'hui, ils sont tous morts, quoi. Et aucune explication au naufrage du chalutier finistérien le Bugal. Les familles des 5 victimes se battent pour que la vérité éclate. Ce matin, les enquêteurs du bureau maritime ont retrouvé en mer, au large d'Ercan dans le Finistère, des morceaux de l'épave du Rouge, ce chalutier qui avait disparu il y a près d'une semaine. Cinq pêcheurs coulent en moins de 37 secondes. Depuis le début et en dépit des investigations du bureau d'enquête sur les événements en mer qui a conclu en 2006 à un accident, les familles des 5 marins disparus soutiennent que le chalutier a été accroché par un sous-marin. Des chalutiers qui disparaissent de manière inexplicable, des marins-pêcheurs expérimentés et pourtant terrorisés par une zone maritime soi-disant maudite, un sous-marin fantôme. Que s'est-il passé au large d'Ercan ces 8 derniers mois? Un sous-marin fantôme serait-il à l'origine de tous ces naufrages? Je peux vous dire que certains de mes collègues avaient quelques surfroides. Il était clair au vu des premiers éléments de l'enquête que nous étions face à un phénomène inexplicable qui avait fait déjà de nombreuses victimes. L'affaire a été confiée à la section 13, une unité d'élite spécialisée dans les phénomènes paranormaux. Mai 2011, ville portuaire d'Ercan, dans le Finistère. Alors que la ville dort encore, les premiers marins-pêcheurs quittent le port pour rejoindre leur zone de pêche. L'équipage du Maëlys, 4 marins expérimentés aux commandes d'un chalutier de 17 mètres en parfait état, partent pour une journée de pêche qui va finir en cauchemar. Une nouvelle tragédie. Impossible de dresser un bilan définitif. L'un d'eux a survécu. Le chalutier le Maëlys a sombré tôt ce matin au large d'Ercan. Le SOS de détresse lancé par les marins en difficulté a été reçu à 5h37 par un autre navire. Selon nos premières informations, ce naufrage a fait un survivant. Laurent Branelec, un marin de 51 ans, a survécu en s'accrochant à une bouée. Immédiatement informé par radio, un hélicoptère de secours vient chercher le rescapé. Durant son transfert au CHU de Brest, Laurent Branelec sombre dans un profond coma. Il est le seul survivant de cette mystérieuse série de naufrages et ne peut pour l'instant témoigner. C'est le 4e accident en l'espace de quelques mois et des témoins affirment que ces naufrages sont dus à une force surnaturelle. D'après les premiers éléments de l'enquête, les procès-verbaux faisant état d'une zone dangereuse au large d'Ercan sont nombreux. Et les témoins, parmi lesquels on compte des gardes-côtes, sont fiables. Ces personnes ont vu des manifestations étranges au large, des éclairs sous l'eau, une forme qui surgit à la surface. Et certains sont convaincus qu'il s'agit d'un engin de guerre revenu du passé. Face à cette menace inconnue, les membres de la section 13 ont été appelés en renfort pour résoudre cette affaire. Le général Carnot, qui dirige cette unité spéciale, se souvient de cette enquête hors du commun. L'enquête se révèle extrêmement sensible et nous comprenons très rapidement que nous n'avons absolument pas le droit à l'erreur. Une des clés
clé de l'affaire était que le Maëlys n'était pas le premier navire à sombrer dans cette zone, et ce, sans aucune explication rationnelle. Le Maëlys est effectivement le 4e chalutier à avoir fait naufrage dans des circonstances inexplicables. L'Éole, le Rouge et le Bugalette-Braise, 3 autres bateaux de pêche ont disparu de manière tout aussi inquiétante, ne laissant jusqu'ici aucun survivant. Ça semble compliqué dès le départ parce que nous n'avons aucun élément concret. L'enquête sur ce dernier naufrage, celui du Maëlys, est extrêmement compliquée. L'épave n'a pas pu être localisée et le seul survivant se trouve entre la vie et la mort. Seule information, le chalutier aurait coulé en moins d'1 minute, tout comme le précédent naufrage, celui du Bugalette-Braise, qui 5 mois plus tôt avait fait scandale. Un chalutier, le Bugalette-Braise, est happé par le fond, périr en mer sans pouvoir agir. Le Bugalette-Braise se serait trouvé au beau milieu d'un exercice sous-marin le jour de son naufrage. Le 15 janvier 2004, le chalutier le Bugalette-Braise fait naufrage au large des côtes anglaises de la Cornouaille avec 5 marins à son bord. Il n'y a aucun survivant. Rapidement, l'affaire prend une dimension internationale. Les familles des 5 marins disparus soutiennent que le chalutier a été accroché par un sous-marin. Michel Rosemary, un journaliste réputé pour ses investigations sur le terrain du paranormal, a suivi de très près l'affaire du Bugalette-Braise. À l'époque, les premiers éléments de l'enquête étaient au cœur d'un véritable scandale médiatique. Rapidement, les suspicions se portent sur une collision accidentelle entre le chalutier et un sous-marin militaire en manœuvre dans la zone. Malgré une enquête longue et fastidieuse, le mystère du Bugalette-Braise n'est pas complètement élucidé aujourd'hui. Le commandant Lournec, expert en parapsychologie au sein de la section 13, s'est longuement entretenu avec les différents témoins de l'enquête. Et très rapidement, elle constate de nombreuses similitudes entre l'affaire du Bugalette-Braise et le dernier naufrage, celui du Maëlys. Le point qui retient le plus notre attention, c'est la répétition des naufrages dans cette zone. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Le mystère est entier. D'après les informations retransmises sur les écho-radars des gardes-côtes, le Maëlys a sombré comme les autres chalutiers dans un même périmètre restreint dans la zone maudite. Comme les autres bateaux, le Maëlys aurait coulé en moins d'1 minute. Ce qu'on a pu prouver, c'est que le Maëlys a coulé en 57 secondes. Autant dire que les marins n'avaient aucune chance de s'en sortir. Comment expliquer qu'un chalutier ait pu couler à une pareille vitesse? Le lieutenant Etchebarri, responsable du pôle scientifique de la section 13, s'est penché en détail sur le naufrage du Maëlys. Et selon lui, plusieurs pistes rationnelles sont possibles. De multiples hypothèses ont été envisagées, comme celle du filet de pêche qui serait resté accroché dans les sables au fond de la mer. Certains parlent aussi de mauvaises manœuvres du commandant face à cette situation. Ce que les hommes de la section 13 ne disent pas, c'est que certes, ils veulent absolument trouver des explications à ce phénomène surnaturel, mais ils espèrent également pouvoir éliminer la piste de l'intervention d'un sous-marin militaire. Il est vrai que nous redoutions cette option et le scandale qu'elle déclencherait, à savoir une nouvelle affaire Bugalette-Braise. Les enquêteurs de la section 13 redoutent la possibilité que le chalutier le Maëlys ait percuté un sous-marin. Et le ministère de la Défense ne veut pas qu'une affaire semblable au Bugalette-Braise s'ébruite. Mais très vite, les membres de la section 13 vont se retrouver confrontés à un autre problème. Suite à ce nouveau drame en mer, les marins d'Ercan excédés ont décidé de mettre la ville, d'habitude si paisible, à feu et à sang. Ils étaient une trentaine en début de soirée dans la zone portuaire d'Ercan, à s'en prendre à plusieurs établissements et véhicules appartenant à Yvan Prigent, un propriétaire d'une entreprise de pêche sur la région. Les gendarmes ont dû faire sortir ce riche entrepreneur par l'arrière de ses locaux. Ce dernier n'a pas souhaité s'exprimer, mais selon nos informations, il lui serait reproché d'avoir envoyé ses hommes dans une zone maritime interdite. Plutôt sceptique lorsqu'il découvre toutes ces informations,
le capitaine Brunel part avec les autres membres de la section 13 sur une des missions les plus dangereuses de sa carrière. On est averti au petit matin, vers 7 h environ, et on arrive à Ercan 5 heures plus tard. Avec tout ce qui s'était passé auparavant, donc on a préféré partir. Très vite. À la requête de mes supérieurs, j'accompagne exceptionnellement mon équipe sur place. En l'espace de 3 heures, les enquêteurs de la section 13 sont acheminés sur Ercan. À leur arrivée en début d'après-midi, une réunion de crise a lieu avec les autorités locales, car très rapidement, ils vont devoir faire face à une population en colère. Des manifestations ont lieu dans le centre-ville, et les membres des familles des marins disparus sont allés jusqu'à tenter de mettre le feu à l'entrepôt du propriétaire du Maëlys, un dénommé Yvan Prigent. On comprend que l'affaire est très délicate. En fait, la population est très remontée contre l'armateur du Maëlys, Yvan Prigent. Les familles l'accusent d'avoir envoyé délibérément ses employés à la mort. C'est vrai que sur le coup, on ne comprend pas. Sur la trentaine de manifestants arrêtés ce jour-là, 10 sont des anciens employés d'Yvan Prigent. Entendus à la gendarmerie d'Ercan, ces derniers vont refuser de s'exprimer clairement au sujet de ces violentes dégradations qu'ils ont faites sur le port. Michel Rosemary a recueilli leurs témoignages lors de leur libération, et ces hommes se sont alors réellement confiés. À ce moment-là, aucun marin ne dit à la section 13 ce qu'il pense réellement, de peur de passer pour des fous. Mais tous ces hommes ont la même certitude, la zone de pêche où a sombré le Maëlys est hantée et dangereuse. Et Yvan Prigent le savait pertinemment. Afin de mieux comprendre la colère des habitants d'Ercan, les membres de la section 13 entament un travail d'investigation de fond sur ce marin-pêcheur, Yvan Prigent, le propriétaire du Maëlys, qui a forcé ses hommes à se rendre dans cette zone que l'on dit maudite. C'est vrai que sur les 3 bateaux qui ont disparu depuis 2009, 2 appartenaient à Yvan Prigent. Et puis surtout, qui est cet homme qui, s'il croit à la légende du sous-marin, continue à envoyer ses hommes au casse-pipe? Nous avons interrogé sa femme, sa famille, ses amis, pour vous dire tout y est passé. Très rapidement, la section 13 en apprend beaucoup sur la vie de ce marin-pêcheur de 46 ans, bien connu de tous. Monsieur Prigent semble n'avoir rien à se reprocher. Il n'a touché qu'une très faible indemnisation suite à la perte de ses 2 bateaux. Et en clair, il a perdu non seulement ses hommes, mais aussi beaucoup d'argent. Nous avons étudié tous les comptes de la société de M. Prigent et n'avons rien trouvé de suspect. Maintenant, je voulais comprendre pourquoi cet homme envoyait systématiquement ses bateaux et ses équipages dans cette zone alors qu'aucun autre pêcheur ne voulait y aller. La zone maudite est connue par tous les marins de la région et a été également notifiée sur tous les documents et cartes maritimes internationales. Ce territoire a été balisé comme étant une zone dangereuse à éviter. Et ces dernières années, seul Yvan Prigent envoyait ses hommes y pêcher. Je veux dire que c'est très perturbant cette histoire de territoire interdit. Et à ce moment-là de l'enquête, je me pose quand même des questions. Pourquoi prendre de nouveau un risque? Pourquoi retourner dans cette zone maudite après avoir déjà perdu un chalutier et des hommes? Et là, la réponse de Prigent est ahurissante. Les écrevisses. Il envoyait ses bateaux et ses hommes pêcher dans cette zone dangereuse pour les écrevisses. Une aussi large zone de pêche dans laquelle aucun chalutier ne vient depuis presque 70 ans. C'est une mine d'or. C'est donc par appât du gain qu'Yvan Prigent envoyait ses hommes dans cette zone dite maudite. Une zone déclarée dangereuse car de nombreux naufrages inexpliqués y ont eu lieu, sans que personne ne puisse jamais savoir pourquoi. Pour la première fois, les enquêteurs vont peut-être pouvoir apporter une réponse. Car Laurent Branélec, le seul rescapé du naufrage du Maëlys, sort de son coma au bout de 11 jours. Son incroyable témoignage va alors faire totalement basculer l'affaire. La survie de Laurent Branélec et son témoignage incroyable sont le point de départ de cette enquête. Enfin, quelqu'un témoigne de ce qu'il a vu dans cette zone sur laquelle les pires rumeurs circulent alors. Le commandant Lournec, spécialisé en parapsychologie, se rend immédiatement au chevet du miraculé.
J'ai obtenu l'autorisation des médecins en début d'après-midi pour parler à Laurent Branelec. Bien sûr, j'ai conscience qu'il est en état de choc. On manque d'éléments concrets à ce niveau de l'enquête. Et pour avancer dans nos investigations, ce témoin visuel va être capital. Que s'est-il passé dans la nuit du 10 mai 2011 au large de Finistère? Et comment le chalutier le Maëlys a-t-il sombré en quelques secondes alors que la météo était calme? Le témoignage du seul survivant de cette série de naufrages inexplicables va peut-être éclairer les enquêteurs de la section 13. Laurent Branelec raconte alors minute par minute le récit de cette nuit du 10 janvier. Le naufrage du Maëlys et ce qu'il a vu. Il est encore terrifié. Laurent Branelec, marin-pêcheur expérimenté de 51 ans et père de 6 enfants, est entendu par le commandant Lournec. Encore très fragile et sous le choc suite à ce terrible drame, il va livrer aux enquêteurs un incroyable témoignage qui va faire éclater une vérité des plus terrifiantes. Je me souviens bien de cette femme des services spéciaux de la gendarmerie. Je lui ai raconté l'histoire, telle que je l'avais vécue, quoi. Et surtout ce que j'avais vu. Laurent Branelec va vivre un véritable cauchemar. À 5h30 du matin, le Maëlys, sur lequel il est embarqué, se dirige contre sa volonté en direction de la zone maritime interdite. C'était ça ou la porte, hein. C'est pour ça qu'il y en a certains qui ont démissionné. Mais bon, avec le recul, on n'aurait jamais dû accepter ça. À 5h45 du matin, Laurent Branelec s'est assoupi dans la cale arrière du chalutier. À l'étage, c'est le commandant Thierry Arnois et 2 autres marins pêcheurs qui dirigent l'embarcation. Ils ne le savent pas encore, mais tous, excepté Laurent Branelec, vont périr dans un terrible naufrage. J'étais en train de dormir en bas. Il était 5h du mat à peu près. Il faisait nuit. C'est Thierry qui gérait à ce moment-là. Et puis là, on a entendu un énorme bruit. Une déflagration, je ne saurais pas définir. En tout cas, ça nous a réveillés en sursaut. Alors moi, le premier réflexe, je suis vite monté sur la passerelle. Thierry Arnois est l'homme de quart, celui qui est de garde en quelque sorte. Et quand Laurent Branelec remonte sur le pont, Thierry Arnois est complètement paniqué. Thierry est à la barre, il bouge pas. Il est comme prostré, il regarde devant lui. Moi, au début, je comprends pas. Je regarde la mer. Et puis là, je le vois. Laurent Branelec me décrit précisément ce qu'il voit arriver derrière eux et qui fonce droit sur le bateau. D'abord, c'est une forme lointaine, blanchâtre, menaçante. Et quand ça se rapproche, ça devient terrifiant et ça ressemble à un sous-marin. Ça sort de la brume. Il y a comme des éclairs autour. Dans l'eau aussi, il y a de la lumière dans l'eau. Et puis, d'un seul coup, on voit la tourelle du sous-marin. Là, avec Thierry, on ne peut plus bouger. On est tétanisés, quoi. D'abord, les 2 marins, sous le choc, ne réagissent pas, mais les choses vont alors s'empirer et devenir dramatiques. Alors que Thierry Arnois et Laurent Branelec restent figés face à cette mystérieuse apparition de ce sous-marin, l'océan s'agite subitement, faisant dangereusement tanguer le chalutier. Ils réalisent alors qu'ils sont en danger de mort. On a entendu une première explosion. On venait de manquer de se faire shooter, là, torpiller. Les survivants me racontent qu'à ce moment-là, une seconde explosion se produit. Un choc extrêmement violent. Le bateau est touché, la coque s'ouvre et se remplit d'eau instantanément. C'est la panique totale sur le chalutier. En fait, tout va super vite. On n'a pas le temps d'aller chercher les copains. Je tombe la tête la première sur le pont. Le bateau commence à se pencher en arrière. On est tout seul, il y a de la brume. Là, je me dis, c'est la fin, on va tout s'y passer, là. Je tombe à la flotte. J'ai juste le temps d'agripper la bouée, de m'accrocher dessus comme je peux. Et puis je les entends. Ils sont à l'intérieur, je les entends hurler.
Je suis face à un homme complètement brisé. Je suis obligée d'arrêter plusieurs fois l'entretien pour qu'il se calme. Laurent Branelec va alors voir le bateau sur lequel il travaille depuis 23 ans couler en quelques secondes, emportant avec lui ses amis et collègues. Thierry Arnois, le capitaine du bateau, est parvenu à lancer un appel de détresse 2 minutes avant d'être projeté par-dessus bord par la deuxième explosion. Ici le Maëlys, nous avons été percutés par quelque chose. Je répète, nous avons été percutés. Il y a une importante voie d'eau, nous sommes en train de couler. On réceptionne l'appel SOS du Maëlys, donc à 5h30 du matin. On met le cap sur la zone, on est à toute berzingue, toute vitesse et on est complètement paniqué. Cédric Guivarch est un marin-pêcheur bien connu de la région d'Ercan. Il est le premier à répondre à l'appel de détresse et se rend immédiatement sur place pour porter secours au Maëlys. Mais la brume épaisse va rendre l'opération de sauvetage quasi impossible. On arrive 40 minutes après et on voit rien, on trouve rien du tout, le chalutier il a déjà coulé. La mer est calme mais on voit rien du tout autour de nous. C'est horrible, parce que je connaissais tous les potes qui travaillaient sur ce bateau, et donc je peux pas abandonner, c'est pas possible pour moi. J'étais à 400 mètres, j'ai essayé de crier, mais... Il n'y a rien qui sortait, j'en pouvais plus. J'espérais juste qu'il me voie, quoi. Et au moment où je me dis que c'est foutu, ben là je vois un truc rouge au loin flotter. Après plus d'1 heure de recherche désespérée sur la zone du drame, l'acharnement de Cédric Guivarch paye enfin. L'équipage de la Coquille repère un objet flottant à la surface, une bouée. Laurent Branelec y est attaché. Quand j'ai compris qu'il m'avait vu, c'est le soulagement, quoi. Et là, c'est mon pote, c'est Laurent. Il bouge un peu, mais je pense qu'à 2 minutes près, c'était foutu, il est vivant. Les 2 pêcheurs sauvent alors Laurent Branelec d'une mort certaine. En état d'hypothermie avancée, il est à moitié conscient. S'il n'est pas immédiatement réchauffé, il peut mourir d'un instant à l'autre. À cette époque de l'année, la température des eaux au large est aux alentours de 4 à 8 degrés. Un homme de corpulence moyenne peut y rester environ 1 heure maximum. Laurent Branelec est resté dans cette eau glaciale presque le double du temps. À ce stade de l'enquête, toutes les pistes sont encore envisageables et l'équipe de la section 13 étudie attentivement chacune d'entre elles. Que s'est-il passé cette nuit du 10 mai au large d'Ercan? Le chalutier le Maëlys a-t-il coulé par accident? Est-ce une série de problèmes techniques qui seraient à l'origine de ces drames? Une piste criminelle peut-elle être envisagée ou avons-nous ici réellement affaire à une collision entre un sous-marin et un chalutier? La section 13 est déterminée à percer le mystère de ce terrible naufrage. Après le témoignage de Laurent Branelec concernant le Maëlys et la zone maritime maudite, les enquêteurs de la section 13 vont devoir faire face à une situation de psychose collective. Les marins d'Ercan se confient au commandant Lournec, spécialiste en parapsychologie, et leur version des faits sur ces multiples naufrages sont des plus terrifiants. Effectivement, c'est plutôt surprenant comme histoire. Un sous-marin fantôme l'U-390, qui a été coulé pendant la Seconde Guerre, entrait à l'endroit. Comme vous pouvez imaginer, on était un peu sceptiques. Cela fait maintenant 24 heures que l'équipe de la section 13 s'est lancée dans ce contre-la-montre. Ils savent qu'ils doivent résoudre rapidement cette enquête avant que la panique ne gagne la population et rende l'affaire encore plus délicate. Sans attendre, le lieutenant Etchebarri s'est plongé dans des recherches approfondies sur ce mystérieux sous-marin nazi. J'effectue des recherches historiques sur l'U-390. Mais parallèlement, je veux entendre la version des marins-pêcheurs sur cette histoire. Il faut toujours confronter les informations. La légende de l'U-390, c'est une histoire assez connue. Tous les marins y croient pas, mais... En fait, c'est un sous-marin allemand, c'est un U-boat qui aurait été coulé par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis depuis, comme tout l'équipage est mort, ben, il a entré les mers et torpillé des chalutiers pour se venger, quoi. Effectivement, l'U-390 a bien existé, ce n'est pas une légende.
Le sous-marin nazi U-Boat U-390, aussi appelé le Loup Gris, est un appareil lancé par le Troisième Reich allemand le 8 décembre 1941 à Kiel, en Allemagne. Il est ensuite envoyé avec d'autres appareils dans les eaux françaises pendant l'occupation pour empêcher le débarquement des Alliés sur le territoire français. Hitler et son état-major savent pertinemment que le débarquement se prépare. Les nazis occupent donc les eaux françaises avec leurs bateaux et leurs sous-marins de guerre. L'U-390 est déjà un gros appareil, avec une cinquantaine de personnes à bord. De mai à décembre 1943, l'U-390 sillonne donc les côtes françaises et torpille un grand nombre de navires de guerre alliés. Son tableau de chasse est impressionnant. Plus d'une quinzaine de bateaux sont coulés par le sous-marin et des centaines de soldats alliés vont périr par sa faute. Le 10 janvier 1944, l'U-390 est attaqué à la pointe du Finistère par un destroyer allié. L'U-390 coule donc à son tour, emportant tout son équipage vers la mort. Et il repose aujourd'hui à plus de 100 mètres de profondeur. Un détail a son importance. Le lieu où a coulé ce sous-marin allemand 66 ans auparavant est le même que celui où le Maëlys a sombré. Depuis le jour du torpillage de l'U-390, plusieurs dizaines de bateaux auraient mystérieusement disparu dans cette zone. Et une véritable légende se serait construite autour de l'U-390, racontant que le fantôme du sous-marin continuerait à parcourir les mers. Soyons concrets. Oui, l'U-390 a réellement existé. Et c'est vrai que les circonstances de la disparition du Maëlys sont très étranges. Et effectivement, d'autres bateaux, comme l'Éole ou le Rouge, ont également sombré dans cette zone. Mais cela ne prouve absolument rien, et ça ne veut pas dire pour autant que cette légende est vraie, jusqu'à preuve du contraire. De manière plus pragmatique, la piste d'un sous-marin nous paraît plausible, mais on doute sérieusement que celui-ci soit fantôme. Soit on a affaire à une nouvelle collision entre un chalutier et un sous-marin, un vrai, comme dans l'affaire du Bugalet-Braise, soit c'est un phénomène qui nous dépasse complètement. Mais quoi qu'il en soit, les deux possibilités sont terrifiantes. Après avoir effectué des recherches, on a constaté que l'océan était très peu agité, le temps calme, la houle faible avec peu de vent et un coefficient de marée très bas. En résumé, il n'y a aucun facteur météorologique pouvant expliquer comment le Maëlys a pu sombrer ainsi. Si on résume la situation, on a des disparitions de chalutiers à répétition dans une zone maritime bien spécifique, la légende d'un sous-marin fantôme bien ancré dans la région, et surtout des faits et le témoignage d'un survivant corroborant la même chose. L'U-390 aurait torpillé le Maëlys et causé la mort de son équipage. J'ai donc pris des mesures assez exceptionnelles. J'ai demandé à mes contacts en haut lieu des informations confidentielles sur la présence d'un ou plusieurs sous-marins dans la zone maudite aux dates des naufrages du Maëlys, de l'Éole et du Rouge. Ces informations, classées secret défense, ne seront accessibles qu'à très peu de personnes. Il en tient de la sécurité nationale. Cependant, le général Carnot parvient à consulter ces documents militaires sensibles et obtient alors des réponses. Je suis formel. Pas un seul sous-marin n'a été repéré par les sonars. Par conséquent, ni l'Éole, ni le Rouge, ni le Maëlys n'ont pu être percutés. Mais ce n'est pas ce que les témoins nous ont rapporté. Pour eux, c'est le sous-marin fantôme qui les a torpillés, le U-390. Évidemment, on ne peut pas le vérifier puisqu'il n'est pas repérable sur un radar, il n'existe plus. La section 13 est perplexe. Pour l'instant, toutes les preuves convergent vers la piste mystérieuse et terrifiante du surnaturel. Les explications rationnelles semblent s'évanouir. Le temps est compté, l'équipe est sous pression. Mais la section 13 n'a pas dit son dernier mot. Je demande donc à mon équipe, et plus particulièrement au lieutenant Etchebarri, de se mobiliser pour me trouver une explication rationnelle à ces 3 naufrages. Si on résume, et si on regarde les faits sans aucune interprétation, nous avons donc un choc terrible capable de basculer un chalutier et le couler. 2, l'apparition d'éclairs ou de luminescence dans l'air et dans l'eau. Et troisièmement, une forme fantomatique, description assez vague d'ailleurs, s'approchant vers le chalutier. Ça me donne déjà pas mal d'éléments pour avancer. Comme à son habitude, le lieutenant Etchebarri ne tarde pas à trouver des pistes très pertinentes. Lors de notre enquête à Ercan, j'ai eu l'occasion de discuter avec des marins à la retraite, des vieux loups de mer, et l'un d'entre eux m'a mis la puce à l'oreille en me parlant de vagues géantes pouvant être à l'origine du naufrage.
Elles sont généralement présentes dans un état de mer déjà très fort, soit dans de fortes tempêtes ou dans des zones de courant contraire. Le problème, c'est que la météo n'était pas mauvaise le soir du naufrage du Maëlys. D'après les relevés de Météo France, il n'y a eu aucune tempête dans la nuit du 10 janvier. Idem pour les 2 autres catastrophes. Le temps était simplement brumeux. Mais une autre explication est également possible, un phénomène peu connu qu'on appelle les vagues scélérates. La vague scélérate est une immense vague qui apparaît de façon soudaine et inexpliquée. Elle est capable de faire couler un bateau en explosant et déchirant littéralement sa coque. Chaque année, de nombreux naufrages de chalutiers sont causés par ce phénomène relativement rare, mais pourtant réel. Etchebarri, ces vagues peuvent faire 30 mètres de haut et cisailler littéralement un chalutier en 2. L'étude de ce phénomène est très difficile parce qu'on ne sait jamais ni où ni quand ces vagues scélérates apparaissent. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles ne sont pas dues à de simples tempêtes, mais à d'autres facteurs comme les courants marins ou les vents par exemple. Le choc est violent et d'une incroyable puissance. Un peu comme si ça avait été torpillé. Dans la totalité de nos enquêtes, nous remarquons toujours la même chose. Ce ne sont pas les faits qu'il faut remettre en cause, mais ce sont les interprétations des témoins sur ces faits qu'il faut réétudier. Les membres de la section 13 pensent alors que le sous-marin fantôme U-390 pourrait être le fruit de l'imagination des marins face à des événements rares et effrayants, mais pourtant bien réels. Non, il y a beaucoup de marins, ils sont plusieurs à avoir vu la même chose, donc on ne peut pas dire qu'ils ont tous halluciné, il faut arrêter, il faut être sérieux à un moment donné. Je ne suis pas un mystique, mais je crois vraiment aux gens qui disent avoir vu l'U-390. Il se passe des choses dans cette zone et c'est pas des conneries. Il se passe des choses dans cette zone, c'est indiscutable. Mais une fois encore, si l'on s'en tient qu'aux faits, il n'y a que Laurent Branalec qui dit clairement avoir vu l'U-390. Mais d'autres phénomènes peuvent expliquer ces visions, comme les feux de Saint-Elme ou le plancton fluorescent. Là encore, l'étude des divers témoignages récoltés en début d'enquête aiguille la section 13 dans ses recherches. Les enquêteurs confrontent alors Laurent Branalec avec certaines images de référence trouvées par le capitaine Etchebarri. La première photo où l'on voit les éclairs illustre parfaitement ce phénomène dit des feux de Saint-Elme. Ce phénomène est créé par des champs électriques présents naturellement dans l'air. C'est la manifestation directe de l'effet couronne. En clair, les molécules d'air sont stimulées par un champ électrique et créent cette lumière caractéristique. On montrait des photos de phénomènes étranges qui arrivent en mer des fois. Oui, ça peut ressembler à ça. Il faisait nuit, il y avait de la brume, je sais pas, on n'y voyait pas grand-chose. Sur la seconde photo, c'est une toute autre explication. Il existe un micro-organisme du plancton, appelé Noctiluca scintillant, qui a la particularité d'être bioluminescent, c'est-à-dire de produire de la lumière sous la mer, créant ainsi cet effet très impressionnant. Depuis des siècles, de nombreux marins ont été les témoins de ces phénomènes. Et nombreux sont ceux qui ont interprété ces lumières comme des manifestations surnaturelles de bonne ou mauvaise augure. Cependant, malgré la démonstration scientifique du lieutenant Etchebarri, les avis au sein de la section 13 sont divisés. Je respecte évidemment le travail de mon collègue, mais j'ai des doutes concernant ces théories. Elles sont parfaitement plausibles. Mais j'ai découvert de mon côté une piste qui me paraît plus probable. Un bateau fantôme. J'avoue avoir été très surpris lorsque le capitaine Brunel a commencé à nous parler très sérieusement de bateau fantôme. Effectivement, c'est pas tout à fait le genre du capitaine Brunel, mais on a mieux compris par la suite. Si ce terme est utilisé dans les contes et légendes, un bateau fantôme, c'est un navire, un vrai cette fois, qui erre sur les mers sans équipage et sans balise de signalisation. Ce sont souvent des bateaux qui ont été remorqués et dont les amarres ont cédé. Ils peuvent dériver dans l'océan pendant des mois, des années, sans être jamais localisés. Cette explication est effectivement très pertinente, d'autant plus que le capitaine Brunel fait une autre découverte. Quelques semaines avant le naufrage du Maëlys, un bateau fantôme, le Lubov Orlova, a été localisé à plusieurs centaines de milles de la zone maudite. Le Lubov Orlova est un ancien navire de croisière de taille impressionnante, dont les amarres qui le reliaient à un remorqueur ont rompu fin 2010 au large de la côte ouest de l'Angleterre. Depuis, il continue de dériver, introuvable et incontrôlable dans la Manche, tel un navire fantôme. En nous renseignant davantage et en étudiant la météo et les vents, il est tout à fait possible que le Lubov Orlova ait dérivé jusque dans la zone maudite. Ce navire ne possédant aucune signalisation, aucune balise, aurait très bien pu percuter ce chalutier pendant la nuit.
cette théorie explique l'apparition fantomatique dans la brume, le choc puis le naufrage des chalutiers, interprétés alors comme torpillage par les victimes, probablement à cause de la peur et de leur croyance dans le mythe de l'U-390. Lorsque le général Carnot prend connaissance des conclusions scientifiques des membres de la section 13, il décide alors sans plus tarder de lancer l'opération la plus risquée de toute sa carrière. J'ordonne donc l'inspection de l'épave, le survol en hélicoptère de la zone pour éventuellement trouver des éléments d'explication rationnels. Une importante opération se met alors en place. L'inspection de l'épave du Maëlys va permettre aux enquêteurs de la section 13 de déterminer l'origine des naufrages. Le 17 mai, un navire spécialement équipé arrive du port de Toulon. Environ 3000 personnes d'Ercan et des environs sont venues assister au départ d'une opération menée par la gendarmerie nationale. Pour la première fois, les épaves des 3 bateaux disparus en mer vont être filmées afin de faire avancer l'enquête et peut-être apporter des réponses aux familles des disparus. J'ai demandé à Etchebarri et Brunel de partir sur ce bateau. Un navire très sophistiqué de la police nous accompagnait et je comptais énormément sur ces investigations sous-marines pour nous aider à solutionner l'affaire. L'objectif de cette mission spéciale est d'utiliser un drone sous-marin afin d'identifier la cause du naufrage du Maëlys. Pour les membres de la section 13, l'hypothèse d'un choc avec le Lubov Orlova, un immense bateau à la dérive, reste la plus probable. Le témoignage de Laurent Branelec, unique rescapé de cette série d'accidents mortels dans la zone maudite, trouve une nouvelle explication. La brume, les éclairs, les explosions et l'impression qu'un sous-marin fait surface au milieu d'une immense vague s'expliqueraient par l'existence de ce navire fantôme. Déterminés à aller au bout de leurs investigations, les enquêteurs vont alors se retrouver confrontés à un danger inimaginable. On a mis environ 2h30 pour arriver sur zone. Mais dans ce cas de figure, cela peut prendre des heures, voire des jours pour localiser l'épave. Mais là, on avait les coordonnées GPS précises de l'endroit où on a retrouvé Laurent Branelec. On a défini un périmètre assez restreint et on peut dire que notre petite promenade en mer a duré, si j'ose dire, que 3 jours. Ce type d'intervention implique une rigueur absolue dans le procédé d'inspection des fonds marins. La zone quadrillée fait 40 km² et les 2 bateaux équipés de radars ne vont rien trouver au cours de la première journée. On doit passer la nuit sur le bateau dans la zone soi-disant maudite. Je peux vous dire que certains de mes collègues avaient quelques sueurs froides. Et la fin de nuit ne va pas être de tout repos. À l'aube du 2e jour, les enquêteurs de la section 13 vont se retrouver confrontés au danger qui a causé la mort de nombreux marins. Le sonar dont est équipé le navire indique qu'ils approchent de la zone où le Maëlys, le Rouge, l'Éole et le Bugalet de Braise ont disparu. À 5h44, les enquêteurs vont subir une avarie inexplicable qui va compromettre le bon déroulement de la mission. Je suis à ce moment-là encore en poste devant les écrans radars et le caméraman du service vidéo de la gendarmerie est dans la cabine juste à côté. Je suis là, levé depuis une bonne heure. Je suis en train de finir l'archivage des images de la veille. Il a à cet instant précis encore un commentaire à enregistrer sur les rapports vidéo de la veille. Il allume son micro, il met son casque sur les oreilles et là il entend un bruit parasite. En fait, le micro est accroché à la barre qui elle-même est accrochée à la paroi du navire. Et avec la propagation du son, j'enregistre un grondement qui paraît assez proche. Ces images exceptionnelles ont été tournées à 7h34 du matin, quelques secondes après qu'un bruit suspect a été entendu à tribord. 2 minutes plus tard, ce son particulièrement présent se fait de nouveau entendre.
je dormais, j'étais dans ma couchette, et d'un coup, il y a eu un bruit énorme dans la carlingue du bateau. Je suis monté directement voir le poste de commandement, j'ai parlé au capitaine, et parce qu'on a dû percuter quelque chose d'énorme. William Formel prend sa caméra. Capitaine, vous avez entendu quelque chose? Et on se précipite sur le pont pour voir ce qui se passe. Allez, sur le pont, il faut y aller là. Vérifiez qu'il n'y ait pas de panneau. Surtout. À ce moment-là, je vois plus rien, c'est la panique totale. Il n'y a plus d'alarme, plus d'électricité sur le navire, il y a des éclairs contre la coque, c'est complètement absurde comme situation. On était dans le blackout complet, on avait l'impression vraiment d'avoir été torpillé. Le bateau des forces spéciales de la gendarmerie vient d'être touché par quelque chose. La zone maudite cache dans ses eaux un danger, et à tout moment, un nouvel incident pourrait se reproduire. Instantanément, je comprends le danger et je donne l'ordre à mes hommes d'évacuer la zone. À 7h51, un ordre d'évacuation de la zone dangereuse est envoyé. Les deux bateaux s'éloignent de plusieurs milles de l'endroit où ils ont percuté quelque chose. Quelques minutes plus tard, ils parviennent à atteindre le périmètre sécurisé. Et les enquêteurs vont pouvoir constater si leur embarcation a subi des dégâts. Je décide de prendre plusieurs hommes avec moi pour inspecter l'intérieur et l'extérieur du bateau. Et visiblement, après constat, il n'y avait aucune avarie. Le courant est revenu très vite. On a subi en fait une surtension et les fusibles ont fait leur boulot. On a pu rallumer et réactiver le système du balayage radar. Le bateau de la section 13 a touché quelque chose dans la zone dite maudite. Un choc violent contre la coque, mais qui n'a causé aucun dommage. Les données GPS qui ont été enregistrées au moment de l'accident indiquent que la collision subie par les enquêteurs a eu lieu à l'endroit exact où le Maëlys a coulé quelques jours plus tôt. Afin de continuer les investigations en toute sécurité, le général Carnot donne l'ordre d'envoyer le drone sous-marin par hélicoptère sur le site où a eu lieu le drame. Le drone, équipé de propulseurs comparables à celui d'un sous-marin, est élitreillé sur zone. L'engin, capable d'atteindre des profondeurs allant jusqu'à 4000 mètres, est muni d'un puissant système d'éclairage associé à des sonars. Piloté à distance depuis le bateau spécial de la gendarmerie par le lieutenant Etchebarri, ce drone sous-marin va se révéler être d'une redoutable efficacité. On a du mal au début à identifier ce que l'on a dans le retour vidéo du drone. Sur l'écran radar, la masse vers laquelle le drone s'approche est la même qui nous a heurtés. Dépression 990, 20-22-5 Cibophore. Localement et passagèrement 20-22-5 Cibophore. Et là, on découvre une forme totalement surréaliste accrochée au bout d'une énorme chaîne. Et il y a à cet endroit énormément de courant. On comprend alors ce que l'on a sous les yeux. Au bout de 10 minutes d'immersion, le drone sous-marin arrive sur l'épave du Maëlys. Les enquêteurs n'en croient pas leurs yeux. Le chalutier a subi un incroyable incident qui l'a littéralement brisé en deux. Contre toute attente, l'épave ne repose pas au fond de l'océan, mais semble être en suspension sous l'effet d'énormes chaînes tendues. Sur le coup, on a l'impression que c'est l'ancre du Maëlys qui se serait accidentellement arrimée dans les fonds marins, avec à son bout un morceau d'épave qui se balade au gré du courant. C'est inimaginable. En fait, le morceau de bateau n'a pas encore coulé. Et on a l'impression qu'il a jeté l'ancre, mais que le cap s'est pas encore totalement déroulé. Pour moi, on a là devant nous un début d'explication concernant le naufrage du Maëlys. Ils ont a priori eu un problème avec l'ancre, mais en même temps, ça n'explique pas pourquoi ce chalutier a été coupé en deux. Les enquêteurs décident donc d'envoyer le drone plus en profondeur dans la zone maudite pour tenter de localiser l'autre partie du chalutier. Mais le drone va très vite effleurer un danger que personne ne soupçonnait jusqu'alors. La chaîne qui relie le Maëlys au fond de l'océan n'est pas celle de l'ancre du bateau, mais celle d'une mine immergée depuis 50 ans. Il s'agissait de mines à aura. Elles sont redoutables parce qu'elles sont magnétiques et elles sont attirées comme des aimants par les bateaux qui passent suffisamment près. Ils sont accrochés au fond par un câble et elles attendent sous la surface d'être percutés. On a découvert ce jour-là un champ de mines sous-marines datant de la Seconde Guerre mondiale.
La mine à Orin est une des armes sous-marines les plus redoutables. Utilisées depuis la Première Guerre mondiale, elles sont capables de faire couler un navire en moins d'1 minute. La mine comprend un bloc lesté appelé le crapaud, qui, une fois immergé au fond de l'océan, permet de faire flotter la mine en suspension au bout d'un câble à une immersion prédéterminée. À l'image, on compte environ une 50aine de mines qui se baladent à 10 mètres sous la surface. Et on se pose la question de savoir comment le Maëlys a pu toucher l'une de ces mines. Je me suis souvenu que le jour des naufrages est un jour à chaque fois particulier. Le coefficient de marée est au plus bas, ce qui veut dire que le niveau de la mer et le creux de houle sont plus bas de plusieurs mètres, particulièrement là où il y a du courant. Le Maëlys, l'Éole et le Rouge ont donc percuté ces mines qui, du fait de cette faible marée, passaient de 10 mètres de profondeur à 3 ou 4 mètres en fonction du courant. Les naufrages qui ont eu lieu dans la zone ont un début d'explication. Les chalutiers ont heurté ces mines, ce qui a causé leur perte. Mais alors, comment expliquer que le seul survivant de ces drames, Laurent Branelec, affirme avoir vu des éclairs et une forme surgissant de l'océan? Le lieutenant Etchebarri de la section 13 a une théorie sur ce qui s'est probablement passé. Ces éclairs que les marins ont dû voir sont en réalité des perturbations électriques dues à ces mines magnétiques qui créent des surtensions. La forme qu'ils ont vue se rapprocher à la surface, c'est la mine en question. Elle a dû se prendre dans les filets du Maëlys qui, en remettant les gaz, n'a fait qu'aggraver la situation. La seconde explosion a lieu au moment où le navire refait surface et remet les gaz. Sauf que cette fois-ci, l'explosion le brise en deux et une partie du bateau reste accrochée au câble de la mine. L'affaire du sous-marin U-390 a été brillamment résolue et son épave a été retrouvée quelques jours plus tard lors de la campagne de déminage. Le sous-marin avait percuté une de ces mines magnétiques et les drones utilisés par les services de déminage l'ont retrouvé à près de 450 mètres de profondeur. Ces images extraordinaires permettent de faire taire à jamais la rumeur que cet engin de guerre, le U-390, continue à hanter les profondeurs de l'océan Atlantique. Suite au déminage complet de la zone, les épaves de l'Éole et du Rouge ont été également identifiées. Par contre, les rapports de la gendarmerie ne vont pas permettre de clore complètement l'affaire. L'Éole a subi exactement le même sort que le Maëlys. Par contre, pour le Rouge, c'est vrai que là, on est beaucoup plus embêté. Sur ces images rapportées par le robot submersible, on peut apercevoir l'épave du chalutier Le Rouge reposée sur son flanc. En se rapprochant davantage, on peut observer une déchirure de la coque bien particulière et tout à fait caractéristique. La déchirure de l'acier, la position des débris et la forme de la voie d'eau présente sur la coque confirment en tout point la même chose. C'est totalement incompréhensible, mais il semblerait bien que le chalutier Le Rouge ait été torpillé. Ces images déstabilisent les plus sceptiques et expliquent bien pourquoi la légende de l'U-390 est encore aujourd'hui dans tous les esprits. Malgré nos recherches et les investigations qui ont suivi, nous n'avons pas trouvé de piste. Cela reste réellement un mystère. L'enquête des naufrages d'Ercan se termine. Bien que le cœur de l'affaire ait été résolu avec brio par la section 13, l'équipe a du mal à cacher sa frustration face à cette dernière découverte. Malgré leur désir de continuer leurs investigations, le ministère a exigé le classement de l'affaire. Personne ne saura jamais ce qui est réellement arrivé au chalutier Le Rouge, à moins que, comme certains le prétendent toujours à Ercan, l'U-390 ne hante toujours les abysses de la zone maudite.